Quand Jean-Pierre Lafont leva brusquement la main vers l'étalon terrorisé, un silence glacial envahit la salle des ventes de Deauville, les regards horrifiés fixés sur ce millionnaire apparemment cruel. Ce que les spectateurs scandalisés ne pouvaient pas comprendre, c'est que ce geste précis, interprété comme une agression, était en réalité le premier acte d'une bataille contre un réseau impitoyable de maltraitance équine qui remontait jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir français. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. La salle des ventes de Deauville brillait sous l'éclat des lustres en cristal, leur lumière dorée se reflétant sur les visages de l'élite française venue pour l'événement équestre le plus prestigieux de l'année. Jean-Pierre Lafont, 52 ans, se tenait légèrement en retrait, ses yeux bleu acier scrutant la pièce avec une intensité calculée. Son costume sur mesure de chez Lanvin contrastait avec ses mains, des mains qui, malgré la fortune qu'elles avaient bâtie, gardaient encore les callosités d'un homme qui n'avait pas oublié ses origines modestes. « Monsieur Lafont, votre champagne », murmura Mathilde, son assistante, en lui tendant une flûte qu'il accepta d'un geste distrait. « Merci », répondit-il, son attention déjà revenue vers le catalogue qu'il tenait dans son autre main. « Le lot 27 sera présenté dans combien de temps ? » « Dans environ 20 minutes, monsieur, » répondit-elle en consultant discrètement sa montre. Jean-Pierre hocha la tête et but une gorgée de champagne sans réellement en apprécier le goût. Pour un homme qui avait transformé un modeste héritage en empire immobilier valant des centaines de millions d'euros, les plaisirs ordinaires avaient depuis longtemps perdu leur saveur. Les soirées mondaines, les yachts, les voitures de luxe, tout cela n'était que distraction temporaire dans une existence devenue monotone malgré son éclat apparent. Seuls les chevaux avaient encore le pouvoir de faire battre son cœur. Non pas pour leur valeur marchande ou le statut qu'ils conféraient, mais pour ce qu'ils représentaient, la liberté, la grâce et surtout un souvenir indélébile de son enfance en Normandie quand le jeune Jean-Pierre montait Tonnerre, le vieux cheval de trait de son grand-père. « On dit que le lot 27 est exceptionnel », commenta une voix à sa droite. François Beaumont, héritier d'une dynastie vinicole et concurrent notoire de Jean-Pierre dans les cercles équestres. Un pur sang arabe avec un pédigré impeccable. Vous comptez enchérir, Lafont ? Jean-Pierre se tourna vers lui, son visage un masque de politesse calculée. Peut-être, je suis simplement venu observer aujourd'hui. Beaumont émit un petit rire condescendant. Bien sûr. Comme à Chantilly le mois dernier, où vous avez simplement observé, avant de repartir avec elle, les talons que je convoitais depuis des mois. Les affaires sont les affaires, François, répondit Jean-Pierre avec un sourire à peine perceptible. Et parfois, le cœur a ses raisons. Beaumont S. éloigna avec un reniflement dédaigneux, laissant Jean-Pierre seul avec ses pensées. La vérité que personne dans cette salle ne soupçonnait, était que le milliardaire ne collectionnait pas les chevaux comme d'autres collectionnent les montres ou les voitures. Chaque acquisition avait un but précis, un but que même Mathilde, sa fidèle assistante depuis 15 ans, ne connaissait pas entièrement. « Lot numéro 25, mesdames et messieurs », annonça le commissaire-priseur, sa voix résonnant dans la salle. Une jument andalouse de 7 ans. Jean-Pierre se déplaça discrètement vers l'avant de la salle, ses yeux rivés sur l'entrée latérale par laquelle les chevaux étaient amenés. 2 lots seulement avant celui qui l'intéressait. Son cœur commença à battre plus vite, non pas d'excitation pour l'acquisition potentielle, mais d'appréhension. Les rumeurs concernant le lot 27 l'avaient intrigué, un étalon alezan de 5 ans avec une robe cuivrée qui rappelait étrangement celle de Tonnerre. « Magnifique bête !» murmura à ses côtés Hélène Dufresne, une vétérinaire renommée qu'il avait déjà consultée pour certains de ses chevaux. Mais troublé, Jean-Pierre arqua un sourcil. « Troublé ? Regardez ses yeux quand il entrera », répondit-elle simplement. Ce cheval a connu la souffrance.
La vente du lot 25 se termina, suivie rapidement par celle du lot 26. Jean-Pierre sentit sa respiration s'accélérer légèrement lorsque le commissaire-priseur annonça enfin « Lot numéro 27, mesdames et messieurs, Apollon de Valmondois, étalon pur sang arabe de 5 ans. » L'animal fut conduit dans l'espace de présentation, sa robe alezan brillant sous les lumières comme du cuivre en fusion. Mais ce qui frappa immédiatement Jean-Pierre, ce n'était pas sa beauté saisissante, ni sa musculature parfaite. Était son regard, des yeux profonds, presque noirs, qui balayaient la salle avec une méfiance évidente. Le cheval piaffait nerveusement, ses oreilles plaquées en arrière par intermittence. « Mise à prix, 120 000 €, annonça le commissaire-priseur. Jean-Pierre leva discrètement sa plaquette, sentant le regard surpris de Mathilde à ses côtés. Il ne prévenait jamais quand il comptait enchérir. 130 000, enchérit immédiatement Beaumont depuis l'autre côté de la salle. 150 000, contre à Jean-Pierre, sans hésitation. Un murmure parcourut l'assemblée. La tension monta rapidement entre les deux hommes, les enchères grimpant par paliers de 20 000 €. Pendant ce temps, Étalon devenait de plus en plus agité, tirant sur sa longe, tandis que son palefrenier tentait de le maintenir calme. 300 000 €, annonça finalement Beaumont, un sourire suffisant aux lèvres. Un silence tomba sur la salle. Jean-Pierre resta immobile un instant, son regard passant de Beaumont au cheval. Puis, sans un mot, il leva sa plaquette. 350 000 €, déclara le commissaire-priseur. D'une fois, deux fois, le marteau s'abattit. Apollon de Valmondois appartenait désormais à Jean-Pierre Lafont. Mais ce qui se passa ensuite allait changer à jamais la réputation du milliardaire dans les cercles équestres de France. Jean-Pierre traversa la salle avec une détermination tranquille, ignorant les regards curieux qui le suivaient. L'acquisition d'un cheval de ce calibre N n'était pas inhabituelle pour le milliardaire, mais quelque chose dans sa démarche semblait différente aujourd'hui. Mathilde le suivait à distance, déjà au téléphone pour organiser le transport de l'animal vers le domaine de son employeur à Saint-Germain-en-Laye. À mesure que Jean-Pierre s'approchait de l'Étalon, l'agitation d'Apollon s'intensifia. Le palefrenier, un jeune homme visiblement inexpérimenté, tirait sur la longe avec de plus en plus de force, ce qui ne faisait qu'augmenter la panique de l'animal. « Doucement avec lui », intervint Jean-Pierre, sa voix soudain autoritaire. « Il est toujours comme ça », répondit un homme corpulent qui s'avança. « Monsieur Delacroix, le vendeur. Un pur sang magnifique, mais avec un tempérament impossible. Vous aurez peut-être besoin d'un dresseur plus ferme. » Son ton suggérait des méthodes que Jean-Pierre connaissait trop bien. Étalon hennit violemment, se cabrant presque. Ses yeux roulaient dans leurs orbites, montrant le blanc caractéristique d'une peur profonde. Jean-Pierre remarqua alors ce que peu de personnes dans la salle pouvaient voir. De fines cicatrices sur le flanc de l'animal, presque invisibles sous le poil brillant, mais révélatrices pour quelqu'un qui savait quoi chercher. « Laissez-moi m'en occuper », dit Jean-Pierre au palefrenier, qui écarta avec soulagement. Le silence se fit progressivement dans la salle. Même le commissaire-priseur, sur le point d'annoncer le lot suivant, s'interrompit pour observer la scène. François Beaumont était rapproché, un sourire narquois aux lèvres, visiblement satisfait de voir que le cheval qu'il avait convoité semblait ingérable. Jean-Pierre fit un pas vers Apollon, puis un autre. Étalon recula brusquement, ses naseaux frémissant. Le milliardaire s'immobilisa, respirant profondément. Puis, dans un mouvement que personne n'attendait, il leva brusquement la main droite vers l'animal. Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Depuis les gradins, la scène donnait l'impression que Jean-Pierre Lafont venait de frapper ou tenter de frapper un cheval de 350 000 € en pleine vente aux enchères. « Ah mon Dieu !» s'exclama une femme âgée au premier rang. « C'est scandaleux !» lança une autre voix. Beaumont croisa les bras.
son expression oscillant entre stupéfaction et délectation face à ce qui ressemblait à un désastre public pour son rival. Mathilde, qui avait raccroché à la hâte, se figea sur place, son visage pâlissant. En 15 ans de service, jamais elle n'avait vu son patron agir ainsi. Mais ce que la foule ne comprenait pas, ce qu'elle ne pouvait pas comprendre, était la nature exacte du geste de Jean-Pierre. Sa main S était arrêtée à quelques centimètres du museau d'Apollon, dans une position précise, les doigts légèrement écartés. Puis, avec une lenteur délibérée, il avait effectué un mouvement circulaire que seuls quelques initiés auraient pu reconnaître. « Qu'est-ce que vous faites » demanda Delacroix, scandalisé. « Ce cheval vaut, je sais exactement ce qu'il vaut », coupa Jean-Pierre sans quitter Étalon des yeux. Sa voix était calme, mais portait une autorité indiscutable. Ce qui se passa ensuite laissa l'assemblée stupéfaite. Apollon, qui quelques secondes plus tôt semblait au bord de la panique, s'immobilisa complètement. Ses oreilles, auparavant plaquées en arrière, se redressèrent lentement. Ses naseaux frémirent encore, mais d'une manière différente, non plus de peur, mais d'intérêt. Jean-Pierre maintint sa position, son regard verrouillé dans celui du cheval. Puis, avec une douceur infinie, il baissa sa main et la tendit, paume ouverte, vers l'animal. Un silence absolu régnait maintenant dans la salle. Même les assistants et le personnel habituellement affairé étaient immobilisés pour observer ce moment inexplicable. Lentement, presque imperceptiblement au début, Apollon avança son museau vers la main tendue de Jean-Pierre. Étalon renifla prudemment, puis, dans un geste qui sembla miraculeux au spectateur, poussa doucement sa tête contre la paume de l'homme. « Incroyable !» murmura Hélène Dufresne, la vétérinaire, suffisamment fort pour que ceux autour d'elle l'entendent. La technique Maréchal. « Je n'ai vu personne l'utiliser depuis des années. »« La technique quoi ?» demanda quelqu'un près d'elle. « Une méthode ancienne de communication avec les chevaux traumatisés, » expliqua-t-elle sans quitter la scène des yeux. Inventée par Philippe Maréchal, un dresseur français du siècle dernier. Elle est presque oubliée aujourd'hui. Jean-Pierre caressa doucement l'encolure d'Apollon, murmurant des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Étalon, comme transformé, restait paisiblement contre lui, toute agitation disparue. François Beaumont, dont le sourire S était évanoui, s'approcha avec une expression renfrognée. « Un beau numéro de cirque, Lafont, » dit-il avec acidité. « J'ignorais que vous vous intéressiez au tour de dressage. » Jean-Pierre se tourna vers lui, une nouvelle lueur dans le regard. « Ce n'est pas du dressage, François. C'est de la guérison. » Puis, s'adressant à la salle entière mais sans élever la voix, forçant ainsi chacun à tendre l'oreille, il ajouta « Ce cheval a été maltraité, systématiquement, avec des méthodes que je ne décrirai pas ici par respect pour votre sensibilité, mais que je reconnais parce que j'ai passé les 10 dernières années à travailler avec des animaux qui en portent les cicatrices. » Un nouveau murmure parcourut l'assemblée, mais différent cette fois, un mélange de confusion, d'incrédulité et, chez certains, de malaise soudain. Jean-Pierre, toujours caressant doucement Apollon, se tourna vers Delacroix dont le visage avait pris une teinte cramoisie. « Vous m'accusez de maltraitance ?» s'indigna Delacroix, sa voix montant d'un octave. « Comment osez-vous ? Ce cheval provient d'un des meilleurs élevages de Normandie. » Jean-Pierre, imperturbable, continua de caresser Apollon qui restait étonnamment calme à ses côtés. « Je n'ai accusé personne nommément, monsieur Delacroix. J'ai simplement constaté un fait. Ces marques, dit-il en effleurant délicatement le flanc de l'animal, ne sont pas naturelles. Et ce comportement n'est pas celui d'un cheval difficile, mais celui d'un cheval terrorisé. » Le commissaire-priseur, sentant la tension monter dangereusement, tenta d'intervenir. « Messieurs, peut-être pourrions-nous discuter de cela en privé après la vente ? Le lot suivant attend... » « Non !» l'interrompit Jean-Pierre, sa voix soudain tranchante comme l'acier. «
Cette discussion aura lieu maintenant. Il se tourna vers l'assemblée, son regard balayant la salle. Combien d'entre vous ont remarqué les cicatrices sur ce cheval? Combien se sont demandé pourquoi un animal de cette qualité se comportait ainsi? Un silence gêné lui répondit. Même les plus expérimentés des acheteurs détournèrent le regard, soudain fascinés par leur catalogue ou leur verre de champagne. « C'est bien ce que je pensais », poursuivit Jean-Pierre. « Nous préférons tous ne pas voir ce qui dérange notre confort. » Mathilde S. était rapprochée, visiblement inquiète de la tournure des événements. « Monsieur, peut-être devrions-nous… »« Pas maintenant, Mathilde !» coupa-t-il doucement mais fermement. Hélène Dufresne, la vétérinaire, s'avança et se plaça aux côtés de Jean-Pierre. « Monsieur Lafont a raison, dit-elle, sa voix professionnelle résonnant clairement. En tant que vétérinaire spécialisé en équidés, je peux confirmer que ces marques sont typiques d'un usage excessif de la cravache et possiblement de éperons non réglementaires. Delacroix devint livide. Vous ne pouvez pas prouver quand ces marques ont été faites. J'ai acquis ce cheval il y a seulement 3 mois. Tiens donc, répondit Jean-Pierre, un sourire sans joie aux lèvres. Je ne vous avais pas encore accusé personnellement, Monsieur Delacroix, intéressant que vous vous sentiez si promptement visé. Un murmure parcourut à nouveau l'assemblée. François Beaumont, qui observait la scène avec une fascination mêlée d'un certain malaise, s'approcha finalement. Lafont, vous venez d'acheter ce cheval. Il vous appartient. Pourquoi créer un scandale maintenant? Que cherchez-vous réellement? Jean-Pierre se tourna vers son rival de longue date, le considérant un instant avant de répondre. « Ce que je cherche, François, la vérité, la justice, des valeurs que l'argent ne peut acheter, contrairement à l'opinion populaire. » Il reporta son attention sur l'assemblée. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter autre chose que vous ignoriez probablement à mon sujet. Depuis 10 ans, j'ai créé et je finance une fondation appelée « Seconde Chance », qui recueille et réhabilite des chevaux maltraités ou destinés à l'abattoir. La révélation provoqua une onde de chuchotements surpris. Jean-Pierre Lafont, connu pour sa dureté en affaires, pour son empire immobilier impitoyablement bâti, pour sa réputation d'homme froid et calculateur, ce même homme dirigeait secrètement un refuge pour chevaux? Cette fondation, poursuivit-il, a sauvé plus de 300 chevaux à ce jour. Des animaux comme Apollon, qui portent non seulement des cicatrices physiques, mais aussi des traumatismes psychologiques profonds. Mathilde observait son patron avec un mélange d'étonnement et de respect renouvelé. En 15 ans à son service, jamais il ne lui avait révélé l'existence de cette fondation. Mais pourquoi le secret? Demanda quelqu'un dans l'assemblée. Jean-Pierre eut un sourire triste. Parce que parfois, pour faire le bien, il faut opérer dans l'ombre, surtout quand certains intérêts puissants préfèrent que certaines vérités restent cachées. Son regard se posa brièvement sur plusieurs personnes dans la salle, dont certaines semblèrent soudain mal à l'aise. Delacroix, qui avait tenté de s'éclipser discrètement, fut arrêté par 2 hommes en costume sombre que personne n'avait remarqué jusqu'alors. « Ah, j'oubliais !» ajouta Jean-Pierre comme s'il venait de se souvenir d'un détail sans importance. « J'ai également invité des représentants de la brigade de protection animale à se joindre à nous aujourd'hui. Une coïncidence fortuite, n'est-ce pas, monsieur Delacroix? » Le visage du vendeur passa du cramoisi au blanc cadavérique en quelques secondes. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez? » « Au contraire, » répondit calmement Jean-Pierre. « Je le sais parfaitement. Et c'est précisément pour cette raison que j'agis aujourd'hui. » Il se tourna ensuite vers le commissaire-priseur, dont l'expression oscillait entre embarras et panique. « Je crois que cette vente devrait être temporairement suspendue, ne pensez-vous pas? Il semblerait que certains lots méritent une inspection plus approfondie. » Un silence assourdissant tomba sur la salle. Puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir. C était une jeune femme, assise au fond.
que peu de personnes semblaient connaître. D'autres mains se joignirent aux siennes, jusqu'à ce qu'une bonne partie de l'Assemblée applaudisse. François Beaumont, observant la scène avec une expression indéchiffrable, s'approcha finalement de Jean-Pierre. « Vous venez de vous faire beaucoup d'ennemis aujourd'hui, Lafont, » murmura-t-il. Jean-Pierre, la main toujours posée sur l'encolure d'Apollon, lui répondit simplement « Et peut-être, enfin, quelques vrais amis. » Les heures qui suivirent se déroulèrent dans une confusion organisée. La vente fut officiellement suspendue. Les agents de la brigade de protection animale commencèrent à inspecter les autres chevaux présents, et Jean-Pierre Lafont devint, en l'espace d'un après-midi, soit un héros, soit un paria, selon à qui l'on s'adressait. Apollon avait été conduit dans un box temporaire à l'extérieur de la salle des ventes, sous la supervision d'Hélène Dufresne, qui procédait à un examen plus approfondi. Jean-Pierre s'était isolé dans un petit bureau prêté par l'administration, Mathilde montant la garde à l'extérieur pour filtrer les nombreuses personnes qui cherchaient à lui parler. Journalistes, autres acheteurs, curieux et même quelques activistes de la cause animale qui avaient eu vent de l'incident avec une rapidité surprenante. « Monsieur, » dit Mathilde en entrant discrètement dans le bureau, « la vétérinaire souhaite vous voir. » « Et votre avocat est en ligne. » Jean-Pierre, qui contemplait la campagne normande par la fenêtre, hocha simplement la tête sans se retourner. « Dites à Maître Leroy que je le rappellerai dans 1 heure. Amenez d'abord Madame Dufresne, s'il vous plaît. » Lorsque la vétérinaire entra, son expression grave confirma ce que Jean-Pierre savait déjà. « Les maltraitances sont systématiques et anciennes, » annonça-t-elle sans préambule. Ce n'est pas, elle, œuvre de quelques semaines, mais de mois, voire d'années. J'ai documenté au moins 12 points d'impact de cravache, des marques d'éperons non réglementaires et ce qui semble être des brûlures légères, probablement infligées avec une cigarette. Jean-Pierre ferma brièvement les yeux, comme pour encaisser physiquement ces informations. Un est son état mental. Difficile à évaluer complètement dans ces conditions, mais je dirais qu'il présente tous les signes d'un syndrome de stress post-traumatique équin. Sa réaction à votre technique de communication était remarquable. La plupart des chevaux dans son état n'auraient pas répondu si rapidement. Un léger sourire passa sur les lèvres de Jean-Pierre. Apollon est spécial. Je l'ai su dès que je l'ai vu. Hélène Lay étudia avec curiosité. Cette technique que vous avez utilisée, la méthode Maréchal, comment la connaissez-vous? Elle a presque disparu, même parmi les professionnels. Jean-Pierre se tourna enfin vers elle, son regard révélant une profondeur que peu de personnes avaient jamais vue. Asseyez-vous, Madame Dufresne. Cette histoire mérite plus qu'une réponse en passant. La vétérinaire prit place dans l'un des fauteuils en cuir usé. Jean-Pierre resta debout, ses yeux revenant vers la fenêtre, comme si le paysage l'aidait à retrouver ses souvenirs. « J'avais 12 ans quand mes parents sont morts dans un accident de voiture », commença-t-il d'une voix étonnamment douce. « Je suis allé vivre chez mon grand-père, un ancien maréchal ferrant reconverti en petit éleveur à quelques kilomètres d'ici, près d'Équemoville. Il possédait une jument et un vieux cheval de trait nommé Tonnerre. Il fit une pause, perdu dans ses souvenirs. J'y étais un enfant en colère, brisé. Je ne parlais presque plus. Les psychologues avaient tous échoué. Et puis un jour, mon grand-père m'a emmené dans l'écurie et m'a présenté à Tonnerre, un immense percheron à la robe à encuivrée, comme Apollon. Hélène écoutait attentivement, comprenant que peu de personnes avaient eu droit à cette confidence. Ce cheval avait lui aussi connu la souffrance. Mon grand-père l'avait sauvé d'un propriétaire violent. Il m'a montré les cicatrices sur ses flancs, similaires à celles d'Apollon, et m'a dit « Ce cheval comprendra ta douleur mieux que n'importe quel humain. » Jean-Pierre se tourna vers Hélène, ses yeux bleus inhabituellement brillants. Et était vrai. Auprès de Tonnerre, j'ai recommencé à parler. D'abord à lui, puis
progressivement aux autres. Mon grand-père m'a enseigné la méthode Maréchal, qu'il tenait lui-même de Philippe Maréchal, en personne. Il avait été son apprenti dans sa jeunesse. Votre grand-père a connu Maréchal directement? Étonna Hélène. C'est extraordinaire. Ces techniques sont considérées comme presque mystiques aujourd'hui. Jean-Pierre hocha la tête. Elles n'ont rien de mystique. Elles sont basées sur une compréhension profonde de la psychologie équine et sur une vérité simple. La violence ne crée que plus de violence, tandis que la confiance peut guérir même les blessures les plus profondes. Un coup discret à la porte les interrompit. Mathilde passa la tête. « Pardonnez-moi, mais Monsieur Beaumont insiste pour vous voir. » Jean-Pierre sembla surpris. « François ?» « Faites-le entrer. » François Beaumont entra, son assurance habituelle légèrement ébranlée. Il jeta un regard à Hélène, puis se concentra sur Jean-Pierre. « Je serai bref, Lafont. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec un de mes contacts au ministère de l'Agriculture. Il semblerait que Delacroix ne soit pas un cas isolé. Il y aurait tout un réseau impliqué dans ce trafic de chevaux maltraités. » Jean-Pierre échangea un regard avec Hélène. « Je sais, dit-il simplement. Vous savez, répéta François, incrédule. Et vous n'avez rien dit jusqu'à aujourd'hui. Dire quoi et à qui? Répondit Jean-Pierre. J'accumule des preuves depuis des années, François. Mais certaines des personnes impliquées sont puissantes, très puissantes. François serra les dents. Comme Philippe Deschamps, à la mention de ce nom, celui d'un ministre en exercice, Mathilde, qui était restée près de la porte, ne put retenir un hoquet de surprise. Entre autres, confirma Jean-Pierre, son expression impassible. François Beaumont se laissa tomber dans un fauteuil, son visage trahissant un mélange de choc et de colère. Un ministre impliqué dans un réseau de maltraitance animale? C'est de la folie. C'est malheureusement bien plus banal que vous ne le pensez, répondit Jean-Pierre. Les animaux de compétition représentent des sommes considérables. Certaines personnes sont prêtes à tout pour accélérer les résultats, même aux dépens du bien-être des chevaux. Hélène Dufresne intervint. Les méthodes brutales produisent parfois des résultats rapides dans les concours, même si elles détruisent l'animal à long terme. C'est un secret de polichinelle dans certains circuits. Mais pourquoi agir maintenant? Demanda François. Pourquoi cette mise en scène publique? Jean-Pierre échangea un regard avec Mathilde avant de répondre. Parce que j'ai enfin rassemblé suffisamment de preuves et parce qu'Apollon n'est pas un cas isolé. Il est la partie visible d'un réseau qui étend dans toute l'Europe. Il se dirigea vers sa mallette, l'ouvrit et en sortit une tablette qu'il tendit à François. Faites défiler les photos. Le visage de François se décomposa à mesure qu'il parcourait les images. Des dizaines de chevaux dans des états pitoyables, des documents financiers, des captures des écrans de messages compromettants. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « À combien de temps avez-vous »« 3 ans d'enquête méthodique », répondit Jean-Pierre. « Ma fondation ne se contente pas de recueillir des chevaux maltraités. Nous documentons aussi l'origine de ces maltraitances. » Avec l'aide d'anciens policiers et journalistes, ajouta Mathilde, parlant pour la première fois. Une équipe discrète mais efficace. François releva brusquement la tête. Vous aussi, Mathilde? Je vous croyais simple assistante. Elle sourit légèrement. Il n'y a rien de simple à travailler pour Monsieur Lafont. Jean-Pierre reprit la tablette des mains de François. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de ces informations, François? Moi, Beaumont semblait perplexe. Pourquoi me montrer tout cela? Parce que vous avez de l'influence dans les cercles où je dois frapper, répondit simplement Jean-Pierre. Et parce que, malgré notre rivalité, je vous crois fondamentalement honnête. Un silence s'installa, lourd de non-dits et de décisions à prendre. François se leva finalement et marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant le même paysage normand que Jean-Pierre regardait quelques minutes plus tôt. « Le haras du Vallon », dit-il soudainement. « C'est lié, n'est-ce pas ?» Jean-Pierre hocha lentement la tête. Le centre de l'opération. Une façade parfaite, un haras prestigieux,
internationalement reconnu, dirigé par Marcel Fournier, un ami proche de Deschamps. Les 3 derniers champions nationaux en dressage venaient de là, murmura François, comme s'il assemblait les pièces d'un puzzle. Les rumeurs sur leur méthode, je les ai entendues, mais je n'ai jamais voulu y croire. La plupart des gens préfèrent détourner le regard, dit Hélène. Tant que les résultats sont là, peu importent les moyens, n'est-ce pas? Jean-Pierre s'approcha de François. J'ai besoin d'alliés, Beaumont. Des personnes respectées dans ce milieu qui accepteront de ne plus fermer les yeux. François se tourna vers lui, son visage reflétant un conflit intérieur. Vous réalisez ce que vous me demandez? Deschamps est un homme puissant, Fournier aussi. S'opposer à eux pourrait me coûter bien plus que quelques invitations à des galas. Cela pourrait vous coûter beaucoup, acquiesça Jean-Pierre. Mais pouvez-vous continuer à vivre en sachant ce qui se passe réellement derrière les portes closes de ces écuries prestigieuses? Un nouveau coup à la porte interrompit leur conversation. Un agent de la brigade de protection animale entra après y avoir été invité. « Monsieur Lafont, nous avons terminé l'inspection préliminaire. 3 autres chevaux présentent des signes évidents de maltraitance. Nous avons placé Monsieur Delacroix en garde à vue, mais il continue d'affirmer qu'il n'est qu'un intermédiaire. Ce qui est probablement vrai, confirma Jean-Pierre. Il n'est qu'un maillon de la chaîne. » L'agent hocha la tête. « Nous aurons besoin de votre témoignage complet, ainsi que de toute documentation que vous pourriez posséder. »« Vous l'aurez, » assura Jean-Pierre. « Maître Leroy, mon avocat, vous contactera dans l'heure pour organiser cela. » Après le départ de l'agent, François se tourna vers Jean-Pierre, une détermination nouvelle dans le regard. Les écuries Beaumont ont 6 chevaux achetés au Haras du Vallon ces 5 dernières années. Je vais faire venir Madame Dufresne pour les examiner dès demain. Un bon début, approuva Jean-Pierre. Et je siège au conseil d'administration du Salon international équestre de Paris le mois prochain, ajouta François. Fournier doit y recevoir un prix d'excellence. Jean-Pierre et Mathilde échangèrent un regard entendu. Un prix qui pourrait devenir une plateforme très publique pour certaines révélations, suggéra Jean-Pierre. François acquiesça lentement. Exactement, mais nous aurons besoin de preuves irréfutables. J'ai mieux que des preuves, répondit Jean-Pierre. J'ai un témoin, quelqu'un de l'intérieur qui est prêt à parler. Les yeux de François écarquillèrent. Qui? La fille de Fournier, Claire. Le domaine de Saint-Germain-en-Laye étendait sur plus de 30 hectares, entouré de forêts et discrètement protégé par un système de sécurité sophistiqué. À première vue, la propriété ressemblait à celle de n'importe quel millionnaire. Manoir du XVIIIe siècle méticuleusement restauré, jardin à la française impeccablement entretenu, garage abritant une collection de voitures de luxe. Mais était dans la partie arrière du domaine que se révélait la véritable passion de Jean-Pierre Lafont. Sur 15 hectares s'étendaient des installations équestres ultramodernes, écuries spacieuses, carrières couvertes et extérieures, prairies artificielles spécialement conçues pour minimiser les risques de blessures, et un bâtiment médical équipé comme une véritable clinique vétérinaire. C'est là qu'Apollon avait été installé 3 jours après la vente aux enchères, dans un box spacieux dont les parois transparentes permettaient de voir les autres chevaux tout en maintenant une distance sécurisante. Comment s'adapte-t-il ? Demanda Jean-Pierre à Éric Lambert, le responsable des écuries, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par des décennies passées auprès des chevaux. Mieux que prévu, répondit Éric en observant Elle et Talon, qui les regardait attentivement depuis son box. Il a mangé toutes ses rations et n'a montré aucun signe d'agressivité envers le personnel. Par contre, il refuse encore de se laisser toucher par quiconque sauf vous. Jean-Pierre hocha la tête, peu surpris. C'est normal. La confiance prendra du temps à s'établir. Quand arrive Claire Fournier? Son train entre en gare dans 1 heure. Antoine est parti la chercher. Jean-Pierre consulta sa montre.
Parfait, je vais passer un moment avec Apollon avant son arrivée. Des nouvelles de Beaumont? Il a appelé ce matin. Les examens de ses chevaux sont terminés. 2 d'entre eux présentent des signes de mauvais traitement, bien que moins graves que dans le cas d'Apollon. Jean-Pierre serra les poings, puis se força à se détendre. La colère n'aiderait personne, surtout pas les chevaux. Et les médias? Il continue de s'intéresser à l'affaire. Elle, Équipe a publié un article en première page ce matin et France 3 a diffusé un reportage hier soir. Votre service de presse gère les demandes d'interview conformément à vos instructions. Aucune déclaration pour l'instant. Bien, l'attention médiatique est une arme à double tranchant dans cette affaire. Jean-Pierre entra dans le box d'Apollon, seul. Et l'étalon, qui broutait tranquillement son foin, releva la tête et fixa l'homme de ses grands yeux sombres. Après quelques secondes d'évaluation, il s'approcha lentement, jusqu'à ce que son museau touche doucement la poitrine de Jean-Pierre. « Bonjour, mon beau », murmura Jean-Pierre en caressant délicatement l'encolure de l'animal. « Tu commences à comprendre que tu es en sécurité ici, n'est-ce pas ?» Le cheval souffla doucement, comme pour acquiescer. Jean-Pierre sortit une pomme de sa poche et la lui offrit sur sa paume ouverte. Apollon la prit délicatement, ses lèvres veloutées effleurant à peine la peau de l'homme. « Vous avez un don avec lui. » Jean-Pierre se retourna pour découvrir Mathilde, qui l'observait depuis l'entrée du box. « Pas un don, » corrigea-t-il. « De la patience, et peut-être une certaine compréhension mutuelle de la souffrance. » Mathilde s'avança prudemment, s'arrêtant à distance respectueuse d'Apollon, qui l'observait avec méfiance. Claire Fournier vient d'arriver. Antoine l'a conduite directement à la maison d'hôte comme vous l'aviez demandé. Jean-Pierre hocha la tête. Comment semble-t-elle? Nerveuse, épuisée. Effrayée aussi, je pense, mais déterminée. Ce n'est pas rien de témoigner contre son propre père, admit Jean-Pierre. Je la rejoindrai dans une demi-heure. Demandez à Juliette de lui préparer une collation et assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. Mathilde acquiesça et S éloigna, laissant Jean-Pierre terminer son moment avec Apollon. Il prit encore quelques minutes pour brosser doucement elle et Talon, lui parlant continuellement d'une voix basse et apaisante. La maison d'hôte était un bâtiment séparé du manoir principal, offrant intimité et sécurité. Claire Fournier, 28 ans, était assise dans le salon, une tasse de thé intacte devant elle. Grande et mince, avec des cheveux châtains coupés courts et des yeux verts perçants, elle avait la beauté austère d'une femme qui avait traversé plus d'épreuves que son âge ne le suggérait. Elle se leva d'un bond lorsque Jean-Pierre entra. « Monsieur Lafont » dit-elle, en lui tendant une main qui tremblait légèrement. « Merci de me recevoir. »« Appelez-moi Jean-Pierre, je vous en prie, » répondit-il en serrant sa main. « Et c'est moi qui vous remercie d'avoir eu le courage de venir. » Ils s'assirent face à face, Claire se tenant très droite, comme si elle craignait de se briser si elle se permettait de se détendre. « J'ai apporté ce que vous m'aviez demandé, » dit-elle, en sortant une clé USB de sa poche. « Tous les documents dont je vous avais parlé, plus quelques vidéos que j'ai pu enregistrer ces derniers mois. » Jean-Pierre prit la clé et la posa sur la table basse. « Ces preuves sont cruciales, Claire, mais votre témoignage l'est encore plus. Êtes-vous toujours prête à aller jusqu'au bout ?» Claire déglutit difficilement, mais son regard resta ferme. « Oui, je ne peux plus continuer à vivre avec ce que j'ai vu, ce que mon père fait. Ce n'est pas juste de la maltraitance, c'est de la torture systématique. Depuis combien de temps êtes-vous au courant ? J'ai commencé à avoir des soupçons il y a environ 2 ans. J'avais remarqué que certains chevaux disparaissaient brusquement, officiellement vendus ou mis à la retraite. Puis j'ai surpris une conversation entre mon père et le ministre des Champs. Il parlait d'un cheval qui avait cessé d'être coopératif et qu'il fallait s'en débarrasser discrètement. Jean-Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. S'en débarrasser signifie ce que je pense. Claire hocha lentement la tête, ses yeux s'embuant de larmes qu'elle refusa de laisser couler.
Les chevaux qui ne répondent plus au traitement ou dont les performances diminuent malgré les méthodes brutales sont envoyés à l'abattoir. Pas les abattoirs officiels, bien sûr. Des installations clandestines, principalement en Europe de l'Est. Et vous avez des preuves de cela aussi? Oui, des bordereaux de transport, des paiements à des intermédiaires, des photos. Sa voix se brisa légèrement. J'ai même suivi l'un des transports jusqu'en Roumanie. Ce que j'ai vu là-bas... Jean-Pierre posa doucement sa main sur celle de Claire. Vous n'avez pas besoin de revivre cela maintenant. Vos documents parleront pour vous. La jeune femme reprit sa contenance avec un effort visible. Le réseau est vaste, monsieur Lafont, bien plus que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas seulement de mon père et du ministre Deschamps. Il y a des juges de concours qui ferment les yeux, des vétérinaires qui falsifient des documents, des transporteurs spécialisés. « Je sais », répondit Jean-Pierre. « Ma fondation suit cette affaire depuis des années, mais sans témoins directs comme vous, sans preuves irréfutables comme celles que vous apportez, nous ne pouvions pas agir ouvertement. » Claire le regarda avec une curiosité nouvelle. « Pourquoi faites-vous tout cela ? Vous pourriez simplement profiter de votre fortune sans vous attirer de tels ennuis. » Jean-Pierre sourit légèrement. « Une question que beaucoup se posent, j'imagine. » Il fit une pause, comme s'il pesait ses mots. « Disons que j'ai une dette envers les chevaux. Ils m'ont sauvé à une époque où les humains ne le pouvaient pas. » Avant que Claire puisse poursuivre, Mathilde entra après avoir frappé discrètement. « Pardonnez-moi d'interrompre, mais François Beaumont vient d'arriver. Il insiste pour vous voir immédiatement. Il dit que c'est urgent. » Jean-Pierre fronça les sourcils. « Beaumont n'était pas censé venir aujourd'hui. Faites-le patienter dans mon bureau. J'arrive. » Se tournant vers Claire, il ajouta « Reposez-vous. Nous reprendrons cette conversation plus tard. » « Vous êtes en sécurité ici ?» Lorsque Jean-Pierre entra dans son bureau, il trouva François Beaumont faisant les 100 pas, le visage tendu par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre, François ?» Beaumont se tourna brusquement. « Ils savent pour Claire. Quelqu'un l'a vu quitter Paris avec votre chauffeur. » Jean-Pierre sentit son sang se glacer. « Comment est-ce possible ? Nous avons pris toutes les précautions. Je ne sais pas. Mais ce matin, Marcel Fournier a déposé une plainte pour vol de documents confidentiels contre sa fille. Et ce n'est pas tout. » François sortit son téléphone et le tendit à Jean-Pierre. « Regardez ce que Deschamps vient de déclarer à la presse. » Sur l'écran, le ministre de l'Agriculture s'adressait aux journalistes. Ces accusations de maltraitance sont absurdes et diffamatoires. Monsieur Lafont utilise sa fortune pour orchestrer une campagne de dénigrement contre nos éleveurs d'exception, probablement pour éliminer la concurrence et monopoliser le marché des chevaux de prestige. Une enquête sera ouverte pour faire toute la lumière sur ces agissements. Jean-Pierre rendit le téléphone à François, son visage impassible malgré la gravité de la situation. Une contre-attaque prévisible. Ils essaient de prendre les devants. Prévisible peut-être, mais dangereuse, insista François. Deschamps a de l'influence, et pas seulement au ministère. Les médias commencent déjà à relayer sa version. Certains suggèrent que vous avez manipulé Delacroix pour faire un coup de éclat publicitaire. Jean-Pierre se dirigea vers la fenêtre, contemplant ses écuries au loin. Ils sont effrayés. « C'est bon signe. »« Bon signe » s'exclama François, incrédule. « Ils sont en train de retourner l'opinion publique contre vous. Temporairement, peut-être. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité. » Jean-Pierre se tourna vers Mathilde, qui était restée près de la porte. « Contactez Maître Leroy, qu'il prépare une conférence de presse pour demain matin. Et informez Antoine que nous devons renforcer la sécurité autour de Claire. »« Vous allez vraiment rendre cette affaire publique ?» demanda François. « Avec tout ce que cela implique, c'est déjà public, François. La différence est que maintenant, nous allons contrôler le récit. » Un bruit de moteur attira leur attention vers la fenêtre. 2 SUV noirs venaient de franchir le portail principal et se dirigeaient vers le manoir. « Attendiez-vous de la visite ?»
demanda François, soudain tendu. Jean-Pierre secoua la tête, son visage s'assombrissant. Non. Mathilde consulta rapidement son téléphone. La sécurité m'informe que ce sont des agents de la brigade financière. Ils ont un mandat de perquisition. Jean-Pierre échangea un regard avec François. Voilà leur première contre-mesure. Ils vont essayer de me discréditer personnellement avant que je puisse rendre publiques les preuves de Claire. Les heures suivantes se déroulèrent dans une atmosphère de tension contenue. Jean-Pierre, imperturbable en apparence, observait les agents de la brigade financière méthodiquement fouiller son bureau, saisir des documents, des ordinateurs, des téléphones. Maître Leroy, son avocat, était arrivé précipitamment et supervisait chaque action des enquêteurs avec une vigilance d'aigle. Tout ceci est parfaitement orchestré, murmura l'avocat à Jean-Pierre alors qu'un agent S éloignait avec une boîte de documents. Le mandat a été signé en un temps record. Les accusations sont vagues, mais suffisamment graves pour justifier cette intrusion. Quelqu'un au sommet a appuyé sur l'accélérateur. Deschamps, répondit simplement Jean-Pierre, ou quelqu'un encore plus haut placé. Pendant ce temps, François Beaumont était discrètement retourné à la maison d'hôte pour s'assurer que Claire restait cachée et que les agents, dont le mandat ne concernait que le manoir principal et les bureaux de la fondation, ne s'aventuraient pas de ce côté du domaine. « Monsieur Lafont », interpella le commissaire Mercier qui dirigeait la perquisition. « Nous devons également visiter vos installations équestres. » Jean-Pierre, qui était attendu à cette demande, acquiesça calmement. « Bien sûr, je vous accompagne. » Maître Leroy commença à protester, mais Jean-Pierre l'arrêta d'un geste. « C'est inutile, maître. Le commissaire Mercier ne fait que son travail. » « N'est-ce pas, commissaire ?» L'homme, un quinquagénaire au visage austère mais aux yeux intelligents, soutint son regard sans ciller. En effet, Monsieur Lafont. Quelque chose dans elle échange, une subtile reconnaissance mutuelle peut-être, fit comprendre à Jean-Pierre que Mercier N était peut-être pas entièrement convaincu par cette opération précipitée. Le petit groupe traversa les jardins en direction des écuries. En chemin, Jean-Pierre activa discrètement son téléphone et envoya un message préenregistré à Mathilde. Protocole Pégase. 3 secondes plus tard, son téléphone vibra avec la confirmation de réception. Aux écuries, Éric Lambert les accueillit avec une politesse professionnelle, comme s'il recevait de simples visiteurs et non des policiers en pleine perquisition. Jean-Pierre remarqua immédiatement que le box d'Apollon était vide. « Où est le nouvel étalon ?» demanda-t-il à Éric, suffisamment fort pour que tous l'entendent. « Apollon ? La vétérinaire l'a emmené pour des examens complémentaires il y a 1 heure, répondit le responsable des écuries avec un naturel parfait. Une simple précaution. Jean-Pierre hocha la tête, masquant son soulagement. Mathilde avait parfaitement exécuté le protocole d'urgence. Claire et les preuves étaient maintenant en sécurité, accompagnées d'Hélène Dufresne, qui servait de couverture parfaite. Tandis que les agents inspectaient méticuleusement les installations, Jean-Pierre remarqua que le commissaire Mercier s'attardait devant plusieurs chevaux, les observant avec ce qui semblait être une connaissance réelle des équidés. « Vous montez, commissaire ?» demanda Jean-Pierre en s'approchant de lui. Mercier détourna son attention d'une jument grise qu'il observait avec curiosité. « J'ai grandi dans une ferme en Bretagne. Nous avions des chevaux de trait. Rien d'aussi prestigieux que vos pur sang, mais j'ai appris à les respecter. Le respect est la base de toute relation avec ces animaux, » acquiesça Jean-Pierre. Puis, baissant légèrement la voix, « Ces chevaux que vous voyez ici ont tous été sauvés de situations abusives. Regardez celui-ci. » Il désigna un hongre à la robe baie, dont le flanc portait des cicatrices similaires à celles d'Apollon. Victor est arrivé il y a 8 mois. Il ne se laissait approcher par personne, se jetait contre les parois de son box, refusait de s'alimenter. Aujourd'hui, il suit un programme de réhabilitation et commence à faire confiance à nouveau. Mercier observa longuement le cheval, puis Jean-Pierre. «
Vous ne correspondez pas à l'image qu'on m'a donnée de vous, Monsieur Lafont. Et quelle image était-ce, commissaire? Celle d'un homme d'affaires impitoyable, utilisant sa fortune pour manipuler le marché équestre à son avantage. Jean-Pierre sourit légèrement. La réalité est souvent plus complexe que les récits qu'on en fait, n'est-ce pas? Leur échange fut interrompu par l'arrivée d'un agent qui tendit un document au commissaire. Mercier le parcourut rapidement, son visage se fermant progressivement. « Un problème, commissaire ?» demanda Jean-Pierre, anticipant déjà la réponse. « Nous avons reçu un mandat complémentaire pour perquisitionner l'ensemble du domaine, y compris les dépendances et maisons d'hôtes. » Jean-Pierre maintint son calme, mais intérieurement, il calculait rapidement. Mathilde avait eu le temps de évacuer Claire, mais de justesse. « Bien sûr, Maître Leroy vous accompagnera. » Alors que le groupe se dirigeait vers la maison d'hôtes, le téléphone de Jean-Pierre vibra. Un message de Mathilde, colis en sécurité à l'adresse alternative. Jean-Pierre supprima immédiatement le message. Claire était maintenant à l'abri dans l'un des appartements secrets que la Fondation utilisait pour protéger les témoins et les lanceurs d'alerte. La perquisition de la maison d'hôtes ne révéla rien, bien entendu. Les agents semblaient frustrés, tandis que le commissaire Mercier observait Jean-Pierre avec un intérêt renouvelé. « Vous semblez remarquablement serein pour quelqu'un dont la maison est envahie par la police, Monsieur Lafont. Je n'ai rien à cacher, commissaire, du moins rien d'illégal. Et qu'en est-il de Claire Fournier ?» La question tomba comme un couperet. Jean-Pierre ne scia pas. « Qui ?» Le commissaire Mercier soutint le regard de Jean-Pierre, cherchant la moindre faille dans son impassibilité. « Claire Fournier », répéta-t-il. « La fille de Marcel Fournier, directeur du Haras du Vallon. Selon nos informations, elle serait venue ici aujourd'hui. » « Vos informations sont erronées, commissaire, » répondit Jean-Pierre avec une assurance tranquille. « Je connais bien sûr Marcel Fournier de réputation, mais je n'ai jamais rencontré sa fille. » Maître Leroy intervint promptement. « Commissaire, votre mandat concerne des irrégularités financières présumées, pas la localisation d'une personne majeure qui, à ma connaissance, n'est accusée d'aucun crime. Elle est accusée de vol de documents confidentiels par son père, » répliqua Mercier. « Une affaire familiale qui ne relève pas de la brigade financière, il me semble, comptera l'avocat. À moins que vous ne disposiez d'un mandat spécifique concernant Mademoiselle Fournier ?» Le commissaire serra légèrement les mâchoires, révélant une frustration momentanée. « Poursuivons la perquisition, » dit-il finalement à ses agents. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés, Jean-Pierre murmura à son avocat « Ils cherchent à tâtons. » Ils savent que Claire est la clé, mais ils n'ont pas de preuves tangibles de sa présence ici. Cela n'empêchera pas Deschamps d'utiliser ses contacts pour intensifier la pression, répondit le roi. Ce n'est que le début. La perquisition se poursuivit pendant encore 2 heures, avant que les agents ne repartent avec plusieurs boîtes de documents et d'appareils électroniques. Jean-Pierre les regarda s'éloigner depuis la terrasse du manoir, François Beaumont à ses côtés. « Ils reviendront », commenta François. « Avec plus de moyens, plus d'accusations. »« Je compte là-dessus », répondit Jean-Pierre, surprenant son interlocuteur. « Plus il s'acharne publiquement contre moi, plus la chute sera douloureuse quand nous révélerons nos preuves. » Le téléphone de Jean-Pierre vibra. Était un message d'Hélène Dufresne. « Patient stable, rendez-vous confirmé pour demain. »« Claire et Apollon sont en sécurité », expliqua-t-il à François après avoir lu le message codé. « Hélène les a conduits dans un lieu sûr. Nous procéderons comme prévu demain. La conférence de presse maintient son timing malgré la perquisition. Plus que jamais. Nous devons frapper pendant qu'ils pensent nous avoir déstabilisés. » François secoua la tête avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. « Vous jouez un jeu dangereux, Lafont. Ce n'est pas un jeu, François. C'est une guerre pour la vérité, la justice et le bien-être de créatures qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. » La soirée fut consacrée aux préparatifs minutieux de l'offensive médiatique du lendemain. « Jean-Pierre,
Mathilde, Maître Leroy et une petite équipe de communication travaillèrent jusqu'à tard dans la nuit, dans une salle de conférence convertie en quartier général de crise. Les médias sont en ébullition, rapporta Sophie Renard, la responsable des relations presse de la Fondation. L'histoire du milliardaire perquisitionné après avoir dénoncé un réseau de maltraitance équine fait la une de tous les sites d'information. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec deux camps distincts, ceux qui vous voient comme un justicier et ceux qui vous considèrent comme un manipulateur, cherchant à éliminer la concurrence. L'opinion publique sera notre juge demain, répondit Jean-Pierre. Mais nous avons besoin de plus qu'une bonne histoire. Nous avons besoin d'un impact visuel indéniable. C'est à ce moment que Mathilde, qui venait de raccrocher après un long appel téléphonique, intervint avec une expression qu'on lui voyait rarement, un sourire de triomphe. « J'ai peut-être exactement ce qu'il nous faut », annonça-t-elle. « 2 journalistes de France Investigation ont accepté de nous rencontrer ce soir. Ils travaillent depuis 6 mois sur un reportage concernant des abattoirs clandestins en Europe de l'Est. Ils ont des images, Jean-Pierre, des images qui corroborent exactement ce que Claire a documenté. » Un silence s'abattit sur la pièce, chacun mesurant l'implication de cette nouvelle. Une collaboration avec France Investigation donnerait une crédibilité immédiate à nos accusations, murmura Maître Leroy, pensif. Et rendrait beaucoup plus difficile pour Deschamps de discréditer l'ensemble comme une vendetta personnelle. Jean-Pierre acquiesça lentement. Faites-les venir immédiatement et contactez Claire pour qu'elle soit prête à une visioconférence sécurisée. 2 heures plus tard, Jean-Pierre serrait la main de Mireille Joubert et Thomas Legrand, les 2 journalistes d'investigation dont le travail acharné, était avéré être la pièce manquante du puzzle. Nous enquêtions sur des pratiques douteuses dans l'industrie de la viande de cheval, expliqua Mireille, une femme d'une 40aine d'années au regard acéré. Mais nous avons découvert que certains de ces abattoirs recevaient régulièrement des chevaux de course et de compétition parfaitement sains, dont les propriétaires voulaient se débarrasser discrètement. Thomas Legrand ouvrit son ordinateur portable et lança une vidéo. Ces images ont été tournées il y a 3 mois en Roumanie. La séquence montrait l'arrivée nocturne d'un camion de transport équin dans une installation délabrée. Des hommes en descendaient plusieurs chevaux, visiblement effrayés, mais en bonne santé apparente. Certains portaient encore leur protection de transport haut de gamme. « Ce cheval, » dit Jean-Pierre en désignant un alezan au front marqué d'une étoile blanche, « c'est Éclipse du matin. Un champion de dressage qui aurait prétendument été vendu à un haras allemand l'année dernière. » Thomas hocha la tête. Nous avons identifié 8 chevaux de grande valeur dans cette seule livraison, tous officiellement retraités ou vendus à l'étranger, selon les registres. Et voici le plus intéressant, ajouta Mireille en montrant une autre séquence. Le paiement. La vidéo, prise de loin mais suffisamment nette, montrait un homme remettant une enveloppe au chauffeur du camion. L'homme se tournait brièvement vers la caméra, révélant un visage que Jean-Pierre reconnut immédiatement. Antoine Mercier, le bras droit de Marcel Fournier. L'hôtel Bristol à Paris était connu pour accueillir les conférences de presse des plus grandes entreprises françaises et des personnalités internationales. Ce matin-là, la salle de réception principale était remplie à craquer. Journalistes, caméras de télévision, représentants du monde équestre, tous attirés par l'annonce d'une révélation majeure concernant l'affaire qui secouait le milieu depuis la vente aux enchères de Deauville. Jean-Pierre Lafont, impeccable dans un costume gris anthracite, se tenait debout derrière un podium, flanqué de Maître Leroy, des journalistes de France Investigation et d'Hélène Dufresne. François Beaumont, assis au premier rang, hochait discrètement la tête en signe d'encouragement. « Mesdames et messieurs », commença Jean-Pierre, sa voix calme portant sans effort dans la salle soudain silencieuse, « je vous remercie d'être venus si nombreux. Il y a 6 jours, lors d'une vente aux enchères à Deauville, j'ai acheté un cheval nommé Apollon de Valmondois.
Certains d'entre vous étaient présents et ont assisté à une scène qui a provoqué beaucoup d'interrogations et de commentaires. Sur un grand écran derrière lui apparut l'image d'Apollon, tel qu'il était maintenant, calme, majestueux, les cicatrices sur son flanc clairement visibles sous la lumière directe. Ce cheval portait les marques d'une maltraitance systématique, des méthodes d'entraînement brutales, des punitions cruelles destinées à briser sa volonté pour en faire un compétiteur docile. Ce que j'ignorais alors, c'est que ce cas isolé allait nous conduire à découvrir un réseau organisé de maltraitance équine, touchant les plus hauts niveaux du sport et de l'État. Un murmure parcourut l'assemblée. Jean-Pierre fit un signe et Mireille Joubert prit le relais. France Investigations a mené une enquête de 6 mois sur le trafic illégal de chevaux de compétition, annonça-t-elle. Ce que nous avons découvert va bien au-delà de simples cas isolés de négligence ou de cruauté. Les lumières s'atténuèrent et le reportage préparé durant la nuit fut projeté. Pendant 20 minutes, la salle resta figée d'horreur devant les images d'abattoirs clandestins, les témoignages anonymisés d'employés de haras prestigieux, les documents comptables révélant des transactions suspectes. Lorsque les lumières se rallumèrent, Jean-Pierre reprit la parole, son visage grave reflétant l'émotion collective. Ces pratiques ne sont pas seulement le fait d'individus isolés. Elles sont encouragées, facilitées et dissimulées par un réseau structuré impliquant des haras réputés, des fonctionnaires corrompus et, il marqua une pause délibérée, des personnalités politiques de premier plan. Les flashs crépitèrent, les journalistes se penchèrent en avant. Ah, nous disposons de témoignages et de preuves documentaires impliquant directement le haras du Vallon, dirigé par Marcel Fournier, ainsi que son protecteur au gouvernement, le ministre Philippe Deschamps. La salle explosa en questions et exclamations. Maître Leroy leva les mains pour ramener le calme. Tous les documents présentés aujourd'hui ont été transmis au procureur de la République ce matin même, précisa-t-il. Une plainte formelle a été déposée contre les personnes impliquées. Un journaliste se leva. Monsieur Lafont, le ministre Deschamps vous accuse d'orchestrer une campagne de dénigrement pour des motifs commerciaux. Comment répondez-vous? En présentant notre témoin principal, répondit Jean-Pierre, l'écran s'alluma à nouveau, révélant le visage de Claire Fournier, filmé depuis un lieu tenu secret. Moi, je m'appelle Claire Fournier, commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais déterminée. Je suis la fille de Marcel Fournier, directeur du haras du Vallon. Pendant des années, j'ai été témoin de pratiques cruelles et illégales au sein de l'établissement de mon père. Pendant 15 minutes, Claire détailla méthodiquement tout ce qu'elle avait vu, entendu et documenté. Les méthodes d'entraînement abusives, les chevaux disparus, les pots de vin versés à des juges de compétition, les rencontres secrètes avec le ministre Deschamps pour coordonner la dissimulation de ces pratiques. Et mon père et le ministre Deschamps ont personnellement orchestré l'envoi de dizaines de chevaux problématiques vers des abattoirs clandestins, conclut-elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, des animaux magnifiques, en parfaite santé, dont le seul crime était de ne pas se soumettre à leurs méthodes brutales ou de ne plus performer au niveau exigé. Le silence qui suivit son témoignage était assourdissant. Jean-Pierre reprit doucement la parole. Mademoiselle Fournier a risqué sa sécurité, sa relation familiale et sa carrière pour révéler cette vérité. Son courage mérite notre plus profond respect. Les questions fusèrent de toutes parts, mais furent interrompues par l'arrivée spectaculaire et inattendue du commissaire Mercier, accompagné de plusieurs officiers en uniforme. Un frisson d'appréhension parcourut l'assistance. Jean-Pierre échangea un regard avec Maître Leroy, prêt à affronter une nouvelle tentative d'intimidation. Mais le commissaire Mercier, ignorant Jean-Pierre, se dirigea directement vers les journalistes de France Investigations. « Mireille Joubert, Thomas Legrand, annonça-t-il formellement, j'ai besoin de votre témoignage immédiat. »
Marcel Fournier et Antoine Mercier viennent d'être placés en garde à vue suite à votre reportage et à la plainte déposée ce matin. Un murmure d'excitation parcourut la salle. Mercier se tourna finalement vers Jean-Pierre. « Monsieur Lafont, j'aurais également besoin de votre collaboration. » Et, il hésita un instant, « Je vous présente mes excuses pour la perquisition d'hier. Certaines procédures ont été précipitées sous l'influence de personnes qui sont désormais elles-mêmes sous investigation. » La conférence de presse se transforma en chaos organisé, les journalistes se précipitant pour transmettre ces développements sensationnels à leur rédaction, tandis que Jean-Pierre, Mercier et elle, équipe de France Investigation, se retiraient pour discuter des prochaines étapes. 3 mois plus tard, Jean-Pierre marchait tranquillement dans la prairie artificielle de son domaine de Saint-Germain-en-Laye. À ses côtés, Apollon trottait librement, sa robe alezan brillant sous le soleil d'automne. Les cicatrices étaient toujours visibles sur son flanc, mais elles s'estompaient progressivement, tout comme les blessures psychologiques qui l'avaient initialement rendu si craintif. « Il a fait des progrès remarquables », commenta Hélène Dufresne, qui les observait depuis la barrière. Comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Jean-Pierre hocha la tête, regardant au loin où d'autres chevaux sauvés pâturaient paisiblement. La guérison prend du temps, mais elle vient toujours quand on crée les bonnes conditions. Les 3 mois écoulés avaient vu des bouleversements majeurs. L'affaire, rapidement surnommée Equigate par les médias, avait provoqué une onde de choc dans le monde équestre et au-delà. Marcel Fournier, Antoine Mercier et 3 autres responsables de haras importants avaient été mis en examen pour maltraitance animale organisée, fraude et corruption. Le ministre des Champs avait démissionné la semaine suivant la conférence de presse, acculé par les preuves accablantes et l'indignation publique. Claire Fournier était progressivement sortie de la clandestinité et travaillait maintenant officiellement pour la Fondation Seconde Chance, supervisant un nouveau programme de réhabilitation pour chevaux traumatisés. La nouvelle loi sur le bien-être équin sera votée la semaine prochaine, dit Mathilde en s'approchant, tablette en main. Les amendements que vous avez suggérés ont tous été intégrés. Et François ? Demanda Jean-Pierre. Monsieur Beaumont est devenu le nouveau président de la Fédération équestre française. Son premier acte officiel a été d'établir un comité d'éthique indépendant pour surveiller les conditions d'entraînement dans tous les haras affiliés. Jean-Pierre sourit légèrement. François a toujours su saisir les opportunités. Comme vous, répondit Mathilde avec une rare touche d'humour. Apollon s'approcha de Jean-Pierre, poussant doucement son museau contre sa poitrine dans ce geste d'affection qui était devenu leur rituel quotidien. Jean-Pierre caressa son encolure, repensant à ce moment dans la salle des ventes de Deauville qui avait déclenché toute cette affaire. « Tu sais, Apollon, » murmura-t-il à l'oreille du cheval, « parfois un seul geste peut changer beaucoup de vies, même un geste mal compris au départ. » Comme s'il comprenait parfaitement, elle étalon hennit doucement, puis s'éloigna au petit galop, incarnation vivante de la liberté retrouvée. Jean-Pierre le regarda élancé, sa silhouette se découpant contre le soleil couchant. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une paix profonde. La fortune qu'il avait accumulée pendant des décennies avait finalement trouvé son véritable but, non pas dans l'acquisition de biens matériels ou de pouvoir, mais dans la capacité à rendre leur dignité à des êtres vulnérables. Au loin, Apollon galopait librement, ses foulées puissantes et confiantes, effaçant un peu plus à chaque instant les cicatrices du passé.